je suis une autrice des éditions Qui plus est. Et j'ai envie d'échanger avec vous qui êtes donc des professionnels de l'accompagnement autour de cette très délicate question qu'est l'interculturalité dans le cadre de votre pratique. En fait, je ne vais pas détailler la formation que j'ai déjà animée plusieurs fois. Juste l'objectif de cette visio-rencontre, qui est plus une réunion à distance, c'est vraiment que l'on puisse interagir sur et autour de cette question très délicate de l'interculturalité en temps de confinement et déconfinement, avec la distanciation sociale qui est imposée. Donc, cette idée est venue suite à la formation d'une journée. Ça s'est extrêmement bien passé en distanciel, alors que jusqu'à présent, en fait, j'ai toujours proposé cette formation en présentiel avec des interactions vraiment de visu. Et là, après avoir longuement hésité, j'ai tenté le coup et ça s'est vraiment très bien passé. Ça m'a été extrêmement porteur. Et toutes les professionnelles que j'ai eues, il n'y avait que des femmes, comme d'habitude. Étaient ravis vraiment de cet échange et je pourrais vous montrer un échantillon entre guillemets de ce que l'on a fait, puisqu'il y a bien sûr une confidentialité à préserver, un anonymat. Donc je pourrais vous montrer une trame anonymisée. Donc le but en fait de cette rencontre à distance, c'est d'interagir autour de l'interculturalité actuellement et peut-être après, de définir avec vous de façon très spontanée qu'est-ce que c'est que dans votre démarche à vous, qu'est-ce qu'une démarche interculturelle pour vous, que l'on puisse interagir et réfléchir à partir de deux points de réflexion très importants d'un sociologue que je vais donc partager avec vous et que l'on puisse échanger en fait aussi simplement et spontanément possible à ce sujet. Vous m'entendez bien, tout le monde? Oui, oui. Oui, oui. Donc, avant que je vous écoute, vous, que vous puissiez vous présenter aussi, c'est important. À mon tour de me présenter un peu plus. Voilà, qu'est-ce qui fait que je suis ici avec vous aujourd'hui? Donc, mon parcours, je suis obligée de partir de cette base. Donc, moi, je suis, dans un premier temps, bilingue, anglais-français. Je suis née à Tunis d'une famille cosmopolite originaire de Chine, de Tunisie et de France. Donc, l'interculturalité, je suis tombée dedans, mais comme beaucoup de personnes métissées, ce n'est pas forcément un atout. J'en ai fait un atout et c'est une des raisons qui m'ont amenée à réfléchir au fil de ma carrière, en fait, à ce qu'est l'interculturalité. De fait, bien sûr, en tant que formatrice de français langue étrangère auprès de publics multiculturels, notamment en insertion, plus de 20 ans. 30 ans d'expérience comme traductrice d'anglais, lexicographe, donc je suis linguiste avant tout, écrivain, romancière, entre autres pour la jeunesse, et bien sûr animatrice d'ateliers d'écriture créative et devenue consultante dans ce domaine. Je suis aussi autrice de poésie, beaucoup, et je vous dis ça parce qu'en fait, l'outil que je vais vous présenter, que je vais partager avec vous, est vraiment issu de tout ce mélange, mais est lié quand même à notre grand Jacques Prévert, poète avec un grand P. Voilà, je pense que ça lui plairait beaucoup de savoir que j'ai détourné son inventaire pour en faire un outil de communication multiculturelle et interculturelle. Vous allez voir. Voilà, et actuellement, je suis en train de rédiger un ouvrage de méthodologie donc sur l'écriture, sur l'utilisation de l'écriture créative dans le cadre d'accompagnement, qui sera donc, si tout va bien, publié l'année prochaine chez Qui plus est. Puisque voilà, c'est finalement, j'ai eu envie de formaliser ma pratique, vraiment la pratique. Voilà. Je pars du pratique pour aller vers le théorique. Qu'est-ce que l'interculturalité pour vous? Là, vraiment, pourquoi sommes-nous réunis aujourd'hui ensemble? C'est vraiment pour pouvoir débattre, si c'est possible, en tout cas interagir. Et j'ai vraiment envie de par écouter chacune d'entre vous de nouveau sur qu'est-ce que c'est que pour vous l'interculturalité dans votre approche, dans votre métier, sans
sans censure, puisque, enfin, je le dis clairement, j'ai d'abord animé une longue formation action-recherche en fait au Créfort de Rouen il y a quelques années avec une collègue camerounaise. Donc, on était en co-animation sur cette action de formation sur l'interculturalité. Et on est parti de là. Qu'est-ce que c'est pour vous? Et à partir de ce que c'est, on peut commencer à bâtir. Donc, qui veut commencer par dire spontanément? Je vois, alors, comme j'ai un visuel sous forme de vignette, j'ai Gwenola sous mes yeux. Oui. Qu'est-ce que c'est pour vous comment pourriez-vous définir? Alors, bien, on n'est pas du tout dans il n'y a pas d'évaluation. Ça nous intéresse toutes de savoir quand on vous dit interculturalité, quand on nous dit interculturalité, qu'est-ce que c'est? C'est parfois des façons de vivre différentes, avec des objectifs et des visions différentes. C'est-à-dire que nous, ce qui nous paraît être important, par exemple en France, ne l'est pas ailleurs. Donc, essayer de s'ouvrir justement par rapport à ça, essayer de comprendre surtout pour mieux orienter les personnes, parce que bon, après ça c'est le CIP en général, on ne doit pas faire avec notre prisme et accompagner comme ça. Ceci dit, on est quand même malgré tout habitué à notre vie culturelle. Et donc, du coup, essayer de s'ouvrir, de comprendre, d'orienter en fonction justement des attentes et des cultures de chacun. Après, c'est une richesse, ça c'est clair. Enfin voilà, après ça c'est mon propre point de vue. Donc, écoutez, pour moi, l'interculturalité, Difficile à dire. excusez-moi, c'est vraiment aussi une richesse en fait. C'est le partage des connaissances, des expériences. C'est avoir un respect de l'autre pour justement changer son point de vue et évoluer ensemble. Voilà. Super, merci. Mélanie, alors l'autre, ça c'est Mélanie Chrétien. Mélanie Chrétien. Oui. Tout à fait. Alors l'interculturalité, pour moi, ce serait une différence dans les repères, dans le quotidien, dans tout ce qui peut plus ou moins cadrer ce qui fait partie de notre vie. Et c'est quelque chose qui nécessite de l'adaptation, que ce soit d'un côté comme de l'autre, que c'est pas un qui fait 10 pas vers l'autre et l'autre qui ne bouge pas. C'est vraiment une rencontre entre deux ou plusieurs personnes qui font ensemble plusieurs pas les uns vers les autres. Donc, l'interculturalité, pour moi, c'est, comme ça a déjà été un peu dit, c'est le mélange des cultures, c'est de savoir s'ouvrir aux autres qui n'ont pas la même culture que nous, et puis de pouvoir les écouter, et puis dans notre métier, les accompagner au mieux en fonction des coutumes qu'ils ont, eux, chez eux, et de leur expliquer aussi, nous, nos coutumes, et puis… Pour la petite histoire, au mois de février, c'était la galette des rois et on a un Soudanais qui a eu la fève. Il ne savait pas ce que c'était. Donc là, on a pu lui expliquer ce que c'était que la fève avec la galette des rois. Oui, ça c'est un bel exemple d'interculturalité culinaire. C'est la rencontre de différentes cultures qui peut entraîner aussi bien des richesses que des difficultés de compréhension. Et notamment quand c'est en lien avec une institution qui représente l'État, comme Pôle emploi pour qui je travaille. Pôle emploi, notre institution a du mal quand même aussi, malgré des essais, à mettre en place des actions adaptées. Qu'est-ce que j'ai envie de dire ? C'est surtout quand même, je veux parler de la richesse des choses, enfin moi dans mon vécu, mais aussi des difficultés. Les difficultés liées à la communication, et pas nécessairement au niveau langagier, mais plutôt au niveau des représentations. Voilà. Voilà. Tout à fait, c'est bien, vous mettez les pieds dans le plat. C'est certain.
Effectivement, comme ça a un peu été dit, oui, pour moi, l'interculturalité, c'est une sorte de travail de décloisonnement de nos déterminismes un peu culturels qui font que on voit un peu les choses d'une façon, on a nos propres représentations collectives qui sont le produit de notre société, etc. Et essayer de trouver une sorte de terrain d'entente. Alors moi, j'accompagne des personnes qui sont soit issues de l'immigration, soit d'origine étrangère, et qui sont en plus par ailleurs précaires, et donc essayer de trouver une sorte de terrain d'entente entre leur vision du monde, leur vision des choses, la mienne, pour pouvoir les accompagner, les orienter, les aider au mieux, voilà, sans tomber non plus dans le culturalisme qui pourrait tout expliquer et tout justifier, et que ce soit le mien ou celui des autres. Je vais rejoindre du coup ma collègue, notamment du Pôle emploi. C'est vrai nous, on a plutôt des actions qui sont là pour aider les personnes à mieux appréhender et adapter aussi leur comportement face à ce qu'on leur demande dans la société, donc notamment du travail. Et tout l'objectif, nous, qu'on souhaite avoir sur nos actions, notamment pour les mobiliser, c'est de revenir là-dessus et de mettre plutôt en avant la diversité de pratiques, les richesses de chacun, et de voir comment on peut plutôt faire la place à un consensus et non être à chaque fois dans on vous demande d'appliquer tel et tel geste et comportement, alors que c'est juste comment s'adapter en fait face à une situation en étant voilà, sur une explication des choses, comme quoi il y a des rapports qui peuvent être faits dans la sphère privée, sphère professionnelle. Et donc, c'est ces choses-là qu'on souhaiterait nous revoir avec nos publics. Pour moi, en fait, l'interculturalité, comme l'a dit, comme tout le monde a pu le dire précédemment, je pense que c'est un mélange de cultures qui peut être une richesse du coup pour tout le monde, mais aussi qui peuvent... ça a ses difficultés aussi. C'est certain. Voilà. D'accord. Merci Yousra. Mélanie? La deuxième, Mélanie? Alors, pour moi, l'interculturalité, c'est le mélange des cultures, des nationalités, le partage. Suivant d'où on vient, les cultures ne sont pas les mêmes, les valeurs, les priorités et les codes du travail aussi sont différents. Donc, voilà. Tout le monde a fait un peu le tour. Donc, effectivement, le mélange de cultures et surtout l'adaptabilité pour chacun, puisque ce soit du côté de la personne accompagnée ou de la nôtre, il y a forcément une question d'adaptabilité malgré les différences pour trouver justement un certain équilibre. Moi, je donnerais des mots-clés qui sont la richesse éducative aussi, le partage de normes et de croyances différentes. Et le dernier mot-clé que je mettrais, c'est le respect, pour essayer de faire en sorte que tout ça fédère et se synthétise un petit peu sur des territoires qui sont complémentaires et différents à la fois. Merci beaucoup déjà pour ces propos, cette première interaction à distance autour de cette grande difficulté parfois que représente l'interculturalité, avec son immense richesse aussi, évidemment. Donc là, je vais vous présenter très succinctement, parce que ce qui nous intéresse là, c'est plus d'échanger. Je vais vous présenter très succinctement des éléments clés que vous connaissez certainement pour la plupart. L'interculturalité, qu'est-ce que c'est en fait si on va chercher l'étymologie? Moi, quand j'ai proposé ces formations il y a déjà plusieurs années, je me suis heurtée au mélange de sources, parce qu'il y a l'interculturalité dans le domaine social, du travail social, l'interculturalité en psychiatrie, en médecine, l'interculturalité dans le domaine du soin en général. Donc, dans quel domaine nous situons-nous? Nous sommes obligés de circonscrire vraiment l'interculturalité dans votre pratique dans le cadre du travail social, parce que c'est extrêmement vaste. Du coup, en bonne linguiste que je suis repartie à la source, c'est-à-dire l'étymologie. Donc vraiment, l'interculturalité, si on prend la définition, c'est vraiment, c'est un terme composé du latin dans inter, entre, parmi, avec un sens de réciprocité, et culturel, cultura, culture. Voilà, donc c'est en fait l'interculturalité concerne les rapports et échanges entre cultures et civilisations différentes. Ce sont les rapports. Tout à l'heure, en fait, quand nous nous sommes présentés, quand vous avez exposé vos définitions spontanées, j'ai beaucoup entendu le mot mélange de culture, le mélange, la richesse, le respect, le mélange, la richesse. Et justement,
en fait, il y a une confusion courante, je me suis aperçue de cela, entre le multiculturel et l'interculturel. Nous, on se situe dans ma pratique, dans vos pratiques, sur l'interculturel, c'est-à-dire créer des passerelles, créer des interactions, créer des ponts, des chemins de manière à communiquer. On doit dépasser une situation multiculturelle. On doit la dépasser. On doit. C'est une injonction. C'est très difficile parfois, même si on a la meilleure volonté du monde. Pourquoi ? Parce qu'en fait, un public multiculturel est un public qui a souvent, quasiment tout le temps à la base, la blessure de l'exil, donc des souffrances. Et ça compose, c'est dedans. Donc évidemment, dans le cadre d'un accompagnement, on ne va pas entrer dans l'intime de cette réalité intérieure, mais c'est là, c'est tout l'enjeu. Et dépasser une situation multiculturelle, c'est un défi. Et j'ai trouvé cette définition que je vais partager avec vous, de Gilles Verboont. Alors, est-ce que parmi vous, certaines personnes connaissent le travail de Gilles Verboont? Non? Donc, bon, c'est pas grave du tout. Je vous permets du coup de découvrir ce formidable. C'était un chercheur néerlandais. Il n'est plus de ce monde depuis 2014, hélas. Il était à la fois homme de terrain, praticien, sociologue et aussi universitaire, puis écrivain sur le tard. Il n'y a pas tellement d'approches de ce genre, c'est-à-dire à la fois pragmatique, linguistique. Il y a beaucoup d'études chez les universitaires. C'est passionnant, mais un peu hors sol quand même. Pour ma part, j'ai opté pour une vision pragmatique. D'où cette proposition de définition. Enfin, ce n'est pas une définition. L'interculturel est un effort pour dépasser la situation multiculturelle. Il faut la dépasser. Cette dernière est un fait. On est devant le fait accompli. Tandis que l'interculturel, c'est un projet de société. C'est dans cette dynamique-là que vous vous inscrivez, que l'on s'inscrit. L'interculturel ne peut se réaliser que dans les échanges marqués par une volonté de compréhension réciproque. Donc, ça, c'est un premier, c'est une première brique. Ce n'est pas un postulat, bien sûr. C'est une première brique d'une démarche. Volonté de compréhension réciproque. Dans le cadre d'une création, co-création de passerelles afin, idéalement, de bâtir, j'entendais tout à l'heure, je crois que c'est Charlie Camille qui parlait de consensus, de travailler sur un socle commun de valeurs. Grand projet de société, compliqué, mais certainement réalisable. Autre apport sociologique de ce jour, en fait, encore de Gilles Verboont. C'est cet extrait de son ouvrage qui s'intitule donc la question interculturelle dans le travail social que je vous invite à découvrir. Voilà ce qu'il nous dit. Est-ce que ça s'affiche bien à votre écran? Oui, t'inquiète pas, oui. C'est parfait. Donc, nombreux sont les acteurs sociaux qui font, entre guillemets, de l'interculturel sans le savoir. Mais malgré toute leur bonne volonté, ils se retrouvent parfois dans des situations où règnent des malentendus, dans le sens littéral du mot. Habituellement, les obstacles qui se présentent dans le dialogue font des différences de langue les premières accusées. Mais il y a des coupables bien plus sournois qui participent au dialogue, les représentations. Donc, parmi vous, certaines personnes en ont parlé. Dans toute rencontre, les interlocuteurs mobilisent des perceptions partielles, des expériences personnelles, des raisonnements, des histoires significatives à leurs yeux, le tout synthétisé dans une mémoire sélective, partagée ou non avec d'autres. Donc ça, c'est un constat que vous avez déjà rencontré cette situation. On fait de l'interculturalité et pour une raison mystérieuse, ça ne se passe pas bien. La passerelle commence bien et puis soudain, il y a un mur. D'où vient ce mur? On a toutes les meilleures intentions du monde et ça bloque. Et puis subitement, ça se débloque. Bon, après, ça, c'est comme dans nos interactions humaines au quotidien. Sauf que avec un public multiculturel, viennent s'ajouter les référents culturels, tout ce qu'on n'ose pas dire et d'un côté et de l'autre, comme vous en avez parlé déjà, les tabous et bien d'autres choses.
Donc voilà, ça c'est une autre brique. Et les représentations sont ce sur quoi nous travaillons en formation. Et Gilles Verboun, comme d'autres ethnologues ou psychosociologues, les linguistes, bien sûr, on parle vraiment d'ethnocentrisme. C'est-à-dire que malgré nous, malgré nos bonnes volontés, nous avons les lunettes qui nous font voir le monde d'une certaine couleur. Et de l'autre côté, c'est pareil. Donc, comment faire? Mon approche, elle est pragmatique, la vôtre aussi, c'est comment faire? On change de lunettes. Ah, et subitement, peut-être est-ce une solution. Donc voilà, 2 briques que je vous offre, 2 briques entre guillemets. Voilà, questionner, enrichir l'approche interculturelle, c'est vraiment le but de cette visio-rencontre. Donc, comment faire? Quels outils? Donc, vous en avez certainement toutes et vous, Charlie, trouvé déjà des outils, quelles ressources, quel échange de pratiques, parce que mon vœu, qui n'est certainement pas un vœu pieux, serait qu'un jour, nous, les praticiens, les praticiennes, nous puissions échanger. Parce que c'est un sujet qui nous... C'est pas un sujet, c'est un fait de société qui nous fait nous confronter, qui nous oblige à nous confronter parfois à des peurs, des craintes, à des tabous. Donc là, c'est juste un exemple de ce qu'on a fait avec les participants à ma dernière formation donc, à l'IFA. J'ai proposé certaines vidéos que j'ai cherchées, vraiment il n'y a pas tant de vidéos intéressantes sur le sujet qui nous concerne. On a échangé sur, comme on vient de le faire, sur ce qu'est l'écriture, l'interculturalité. Et puis, on a abordé des choses concrètes, l'accueil, par exemple, comment on peut intégrer dans une approche interculturelle, comment on peut intégrer nos valeurs et partager les valeurs de l'autre, puisque interculturalité, c'est l'autre, donc dans le cadre de l'accueil. Comment on peut aussi aborder une question cruciale qui est celle du temps, puisque dans l'interculturalité, je pense que vous l'avez certainement déjà rencontré, la perception du temps selon les cultures d'origine est radicalement différente. Ça, je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez déjà perçu, vécu. Je peux juste vous donner un exemple très concret. Quand on a bâti cette action de formation recherche avec ma collègue Véronique, qui est donc d'origine camerounaise, qui vit, alors c'est une anecdote personnelle que je peux partager vraiment de bon cœur. Elle est d'origine camerounaise. On travaille sur l'interculturalité ensemble. Elle est conteuse, mais elle est aussi formatrice indépendante comme moi. Et on bâtit ensemble cette formation avec des échéances, des délais, etc. Et on est passionnés l'une et l'autre. Et là, que se passe-t-il? À chaque fois qu'on a un rendez-vous, elle est en retard. Systématiquement. Je précise que Véronique vit en France depuis 25 ans, que ses 2 filles sont nées en France. Voilà. Elle est systématiquement en retard. Ensuite, elle n'est pas là, puis elle me dit « Ah, il s'est passé au pays, s'est passé tel et tel problème, je ne pouvais pas venir. » Et puis une autre fois, elle me dit « Ah, pardon, désolé. » Mais à chaque fois, au moins 5 ou 6 fois, je me suis heurtée à ce problème. À la fin, j'ai crisé. Je dis « Mais attends, c'est quoi le problème? C'est quoi le problème ?» Et donc, ensemble, on a fait de cette perception du temps une richesse. Et c'est pour ça que moi, je l'aborde de plein pied. La perception du temps en Afrique, la perception du temps en Asie, la perception du temps en Occident, selon les pays nord-sud, est totalement différente. Il faut faire avec, on le sait, il faut, injonction là encore, mais comment on fait? Donc, modestement, en tant que linguiste aussi praticienne, moi j'ai développé un outil, développer c'est pas vraiment le terme, c'est que je l'ai juste expérimenté au fur et à mesure, qui est l'outil écriture inventaire. Donc là, ça devrait intéresser mes collègues linguistes Inès et Yousra, puisqu'en fait, j'ai vraiment, comment dire, c'est de l'écriture créative que j'ai adaptée au parler-écriture. Alors, comme je ne vous vois pas, c'est difficile, je n'ai pas l'intégralité, mais le parler-écriture, c'est vraiment le langage. L'expression elle-même nous vient de Belgique, hein, évidemment, parce qu'ils sont beaucoup plus créatifs que nous dans tout ce qui est linguistique, bilinguisme oblige. Et le parler-écriture, c'est les personnes qui ont un langage à la fois oral, écrit. L'orthographe n'est pas du tout importante. Ce qui compte, c'est vraiment l'expression. Utiliser cette expression
l'écrire, soit la personne écrit, soit on écrit pour la personne. On transforme le par-l'écriture et l'écriture en outil de communication interculturelle. Donc moi, je l'ai pratiqué pendant des années. Ça donne des résultats extraordinaires parce que ça crée un espace d'être, d'existence en fait, à des personnes qui ont perdu leur sens de la citoyenneté de par quand elles sont arrivées en France, ça peut être il y a 20 ans, se sentir exister pleinement dans un travail d'écriture créative. Voilà, donc je ne peux pas en dire plus parce que ce serait entrer dans une formation pure et dure, là c'est pas le but, mais voilà, en tout cas c'est ce que j'ai expérimenté comme outil qui fonctionne aussi bien que qui fonctionne pas aussi bien, qui fonctionne juste, qui fonctionne. Voilà. Et qui permet de parler de savoir-être, de savoir-faire, de représentation et de tisser un lien. Donc ça va vous sembler peut-être théorique comme cela. Voilà, je vous montre. Voilà. Donc, j'arrête là en fait dans mes présentations. J'aurais plutôt voulu vous écouter maintenant. Je vous ai donné beaucoup de choses en peu de temps. Ça va? Oui, c'est très riche en effet. Je vais essayer d'afficher. Voilà, donc en fait, l'objectif serait de cette visio-rencontre, un objectif avec des points de suspension, c'est quels sont les outils de communication interculturelle pour, entre guillemets, faire de l'interculturel, c'est-à-dire créer des passerelles, des chemins, communiquer jour après jour, mois après mois, année après année, pour pouvoir tout aborder, la question du temps, les tabous. Les tabous peuvent être ceux liés à l'hygiène, par exemple, peuvent être liés, alors certainement jamais le fait religieux, en tout cas moi dans ma pratique, j'ai toujours été dans des structures laïques. Ça fait partie des questions, en tout cas que nous avons souvent abordées avec vos collègues. Que fait-on? Comment fait-on quand on a des personnes qui s'appuient en fait sur l'importance du religieux parce que c'est important dans leur culture d'origine, alors que nous intervenons dans des contextes laïques. On est obligé à un moment donné d'aborder clairement les choses. Expliquer, je ne suis pas sûre que ça fonctionne. Transmettre, créer un pont, partager, ça peut fonctionner. Dire il faut que, ça ne fonctionne pas. Partager, expliquer, créer des passerelles, ça peut fonctionner. Donc là, je suppose que certains d'entre vous, par exemple Charlie, vous avez déjà dû mettre en place des outils, des moments, des temps. Effectivement, nous on fait surtout des actions de cours d'alpha-socialisation pour apprendre d'un côté la langue française, de l'autre la culture française, parce que bon, ça a été de tout cœur un objectif pour moi de ne pas juste déconnecter la langue de la contextualisation de la langue et des valeurs qu'elle transmet, de son histoire, etc. Après, effectivement, alors pour revenir sur la question du temps, j'ai surtout eu l'expérience, moi j'ai pris mon poste en janvier, hein, donc ça fait mais que le confinement pardon, avait comme brisé tout le temps qu'on avait mis à construire une relation. Alors je ne sais pas si chez les autres professionnels vous avez vu ça, vous avez perçu ça. Moi, voilà, c'est un public précaire et multiculturel, pour le coup pas interculturel mais multiculturel. Et c'est vrai que la construction du lien qui est long, qui est puissant, qui prend du temps, qui se fait brique par brique, dès que je suis plus là, physiquement, disons, voilà, j'avais cette question de comment maintenir le lien au-delà de le lien physique dans mon public que j'accompagne et tout. Le côté physique du lien est primordial et la distance, par exemple, n'est pas du tout quelque chose qui est véhiculé comme un vecteur d'accompagnement pour mon public. Alors justement, là, comment maintenir le lien malgré la distance? Ça, c'est sûr que c'est une immense question. Est-ce que parmi vous, certaines personnes ont des suggestions? Alors, si je peux me permettre, du coup, moi, je ne suis pas en fait en lien direct avec le public parce que je suis plutôt chargée d'ingénierie.
Nous, on a une équipe quand même d'une quinzaine de référents emploi au sein de notre structure. Pardon, qui Pour ma- parle? Ah, pardon, c'est Inès. Oui, d'accord. Désolée. Merci. Donc, je suis sur l'ingénierie, moi, donc je n'ai pas les gens en direct. Néanmoins, je travaille avec une équipe d'une quinzaine de référents. Nous, on a réussi quand même à maintenir le lien parce que dès que le confinement a été annoncé, on a mis en œuvre, on va dire, une communication qui s'est beaucoup plus faite par téléphone ou même avec WhatsApp, en visio ou autre. Donc, on va dire, on est allé un petit peu dans la sphère personnelle des gens en leur demandant voilà, s'ils étaient d'accord pour aller sur des visio-rencontres, plutôt avec des outils, parce qu'on sait que l'utilisation parfois du PC est compliquée pour certains, dû à la fracture numérique. Néanmoins, les applications plutôt personnelles, type WhatsApp, Skype ou autres, sont quand même des moyens de communication qui sont beaucoup utilisés pour certaines populations, et notamment celles qui ont des familles à l'étranger. C'est une bonne idée, ça. Pour des questions de coût. Et après, c'est en accord avec les participants, mais en tout cas, dans notre structure, certains publics peuvent être suivis comme ça, donc ça fait un lien visuel au-delà du lien, on va dire, téléphonique. Et puis, il y a même eu parfois des créations de groupes WhatsApp en groupe restreint où un référent qui suivait 3 ou 4 personnes qui avaient les mêmes, on va dire, besoins à aborder et qui étaient d'accord pour les aborder en collectif. Il y a eu aussi des créations, voilà, comme ça, de petites cohortes. Donc, ça a permis, si vous voulez, en tout cas nous, de maintenir un lien assez fort avec nos publics qui sont pour le coup tous très isolés. Et on a même vu à l'inverse un renforcement des liens avec leurs référents ou même des personnes qui parfois on avait plus de mal à les mobiliser. Bah, là aussi, du fait du confinement, sont plus souvent, on va dire, chez eux et ont même le téléphone, on va dire, du coup, proche d'eux et sont même plutôt en attente de ce lien. C'est intéressant. Donc là, c'est maintenir le lien oral et visuel grâce à WhatsApp. Oui, enfin voilà, c'était WhatsApp. Ou après, ceux qui étaient aussi avec, qui avaient des PC, on a essayé de faire avec eux des formations à distance, donc ne serait-ce que pour les guider sur l'ouverture du Skype ou d'un visuel avec Facebook ou autre, pour qu'ils puissent aller sur d'autres usages aussi du numérique. Donc nous, ça nous a aussi aidé à travailler aussi sur la fracture numérique. Certains, jusqu'à présent, ce n'était pas leur priorité. Et ça l'est malheureusement devenu du fait de la situation. Donc, on travaille du coup sur différentes thématiques en même temps. C'est une bonne idée. Et vous voyez, le confinement nous oblige à être créatives et créatifs, mais il y aurait aussi la possibilité de proposer à vos personnes que vous accompagnez de travailler à partir de Padlet. C'est vraiment très, très intéressant. C'est très facile d'utilisation, c'est gratuit. Donc, vous tapez Padlet, P-A-D-L-E-T, je ne sais plus si c'est .com ou je ne sais quoi. Sinon, par rapport à l'interculturalité, donc on a vu vos définitions, on a vu les quelques briques, les 2 briques réflexives de Gilles Verboont, les représentations, les outils. Ouais, c'était ça la question en fait. Quels outils pourrions-nous partager de vive voix par rapport à notre sujet qui est l'interculturalité? Qu'est-ce que vous avez pu déjà mettre en place, expérimenter? Donc, on a vu WhatsApp, donc ça, c'est oral et visuel. Marianne? Alors, personnellement, en fait, je travaille en e-learning avec différents groupes. Donc, comme disait ma collègue tout à l'heure, WhatsApp, Zoom et le système d'email est vraiment utilisé. Par contre, c'est vrai que moi, j'ai quand même malheureusement perdu pas mal de personnes entre le début du confinement et aujourd'hui, en fait, même si je les appelle régulièrement et que je les relance. Donc là, aujourd'hui, j'ai essayé de mettre des outils différents en place, comme des jeux, en fait. Oui. Et je les relance, voilà, je les valorise un maximum pour leur donner envie de reprendre le contact avec le groupe. Et là, aujourd'hui, en fait, ça commence à porter, si on peut dire, ses fruits. Mais c'est vrai que c'est un petit peu compliqué parce qu'il y a une vraie difficulté sur l'outil informatique par rapport à ces jeunes, par rapport à l'utilisation, mais aussi sur la possession d'un ordinateur ou d'un téléphone, sur les problématiques aussi des zones blanches. Oui, ouais. Donc, c'est quand même compliqué parce que même dans une famille, quand vous avez 4 personnes ou 6 personnes, il n'y a qu'un ordinateur et les enfants travaillent aussi en e-learning, c'est pas simple en fait. Donc, garder le contact, c'est quand même compliqué, hein, je trouve. Après, là-dessus, si je peux me permettre, sans qu'on dérive trop du sujet, n'hésitez pas à faire appel. Nous, en tout cas, on le fait. Il y a des structures d'insertion notamment qui proposent du matériel reconditionné à moindre coût. Emmaüs Connect également propose des solutions pour après être sur un achat de PC ou une recharge de téléphone.
Donc, je pense que là-dessus, actuellement, on est, on va dire, un peu toutes noyées, je pense, avec toutes les infos, toutes les aides mises en place en lien avec le Covid. Mais c'est vrai que c'est le bon moment pour aussi dire aux gens de, voilà, de s'outiller après sans aller du coup sur des dépenses autres que mesures, hein, parce qu'il y a aussi des problèmes financiers autres pour ces personnes-là. Mais il y a des solutions, on va dire, pour acheter des choses à moindre coût. Il y a aussi le site Les Bons Clics, je ne sais pas si vous connaissez, qui est développé par pas mal de partenaires à l'échelle nationale, qui est gratuit et qui permet Comment aux vous gens avez aussi dit? Excusez-moi, j'ai pas entendu. Les Bons Clics. Les Bons Clics. Non, je connais Et pas. en fait, c'est gratuit, c'est pas assez connu. C'est développé avec le Pôle emploi, Emmaüs Connect, enfin, c'est à l'échelle nationale. Et nous, en tant que professionnels, on peut avoir des accès et on peut du coup créer des comptes pour nos apprenants. D'accord. Et c'est des outils qui sont gratuits, qui sont beaucoup utilisés dans des espaces numériques de proximité pour animer des ateliers ou permettre à des gens de faire des ateliers en ligne. Mais c'est vraiment très simple d'utilisation. Et c'est vraiment pour tous les niveaux. Je vous rejoins, les dynamiques collectives sont importantes pour maintenir des groupes. Nous, je sais qu'on a aussi réussi à tenir certaines actions même en distanciel parce qu'ils se voyaient en visio et qu'il y avait aussi un espèce d'attachement les uns les autres. Et donc même au-delà du travail que chacun faisait en individuel, c'est aussi des temps où ils se revoyaient sur des Zooms ou autres. Dans un premier temps, il faut se dire qu'on est dans une posture, et ça paraît évident, mais ce n'est pas toujours le cas, une posture de non-jugement. On va inviter la personne que l'on accompagne comme nous-mêmes à écrire de façon non normée, non normative. Ça veut dire qu'on met de côté toutes les questions de la norme orthographique, syntaxique, d'accord ? En écriture créative, c'est fondamental. Au niveau de la théorie aussi, ce qui est important, c'est de se dire qu'on va inviter à écrire « je », J-E. Ça peut être ludique, mais c'est le « je ». Ça veut dire que la personne qui écrit s'implique. Vous, en tant que participant, vous vous impliquez, et la personne que vous accompagnez s'implique. Ensuite, je donne l'exemple de l'inventaire écrit par Jacques Prévert, que je n'ai pas là sous les yeux, mais en gros, il fait une liste. Jacques Prévert fait une liste totalement hétéroclite de ce qu'il voit, de ce qu'il ressent. Ça peut être des objets comme, par exemple, un drapeau, un raton laveur, une chose verte, un petit animal, une personne, un banc. Vous connaissez ce poème? Vous vous souvenez? C'est une succession de mots. Georges Perec a fait la même chose aussi, une succession de mots comme une liste totalement hétéroclite qui, au final, devient poétique parce que c'est hétéroclite. Mais ce qui est difficile, c'est qu'on énumère sans se juger et de façon quasi automatique ce que l'on ressent. Donc ça, c'est le point de départ. Il faut vraiment l'expérimenter pour ressentir la force, en fait, de cette façon d'écrire. Donc, Georges Perec, Jacques Prévert, des poètes, des romanciers. C'est aussi une partie de ma pratique, ça. Comment faire pour l'adapter dans un contexte d'accompagnement? Concrètement, pour les personnes que j'accompagne en formation, je leur dis, vous allez écrire, vous, un inventaire autour de l'interculturalité pour vous, pour moi, c'est. Je vais vous proposer d'écrire une succession de phrases qui vont toutes commencer par l'interculturalité pour moi, c'est. Ensuite, une phrase courte et on recommence. L'interculturalité pour moi, c'est. L'interculturalité pour moi, c'est entrer en relation avec les autres. L'interculturalité pour moi, c'est pouvoir travailler le mieux possible dans mon travail avec un public multiculturel. L'interculturalité pour moi, c'est ne pas savoir aujourd'hui je ne suis pas bien. L'interculturalité pour moi, c'est m'interroger sur les langues étrangères. L'interculturalité pour moi, c'est de façon quasi automatique, sans trop réfléchir. On va toutes et tous travailler sur nos représentations dans un premier temps. Si, dans le cadre de l'écriture inventaire, le point de départ, c'est l'interculturalité pour moi, c'est. Je vais le thématiser. Ça peut être accompagner pour moi, c'est. Ça peut être pour la personne que vous accompagnez, être en France, pour moi, c'est. Être en formation, pour moi, c'est. Le plus important du point de vue du narratif, là je m'adresse au linguiste ici présent, le plus important, surtout, et c'est vraiment important, c'est de faire des phrases courtes.
de ne pas chercher la chronologie, de ne pas chercher la logique. Vous voyez? On est dans un espace que Maurice Blanchot décrivait, celui de la liberté. De ne pas chercher la cohérence. La seule cohérence, c'est la répétition d'une phrase thématisée. Par exemple, accompagner pour moi, c'est. Par exemple, être en France pour moi, c'est. Par exemple, avoir laissé les miens au pays, c'est. Vous voyez? Donc, ça, c'est quelque chose que j'ai pu expérimenter auprès de nombreux groupes en insertion, en prison aussi, puisque je suis intervenue au centre de détention de Val-de-Reuil, qui est le plus grand centre de détention en Europe, plus de 800 détenus, et ça fonctionne. Ça fonctionne parce qu'en fait, on sort de la chronologie, on sort de ce cadre temporel et de la logique. On invite l'autre à s'exprimer dans le cadre d'une respiration. Donc, vous voyez, voilà, ça, c'est un outil extraordinaire que j'ai mis en place au fil du temps en partant des cours de français de langue étrangère que je menais, des séquences, en fait, pédagogiques classiques de français langue étrangère qui sont très répétitives, mais qui, au final, je dois le dire quand même, sont parfois un peu bêtes. Répéter 50 fois, je suis allée à... Nous avons fait ceci. Bon, souvent, j'ai été rédactrice de manuels pédagogiques. Au bout d'un moment, il manque le vivant, en fait. Le vivant. Donc, dans l'écriture inventaire, on remet du vivant avec les fautes. Et étonnamment, ça suscite une sensation d'existence. Et donc, quand j'anime, que ce soit des ateliers d'écriture, des groupes de formation, je le fais vivre, je le fais expérimenter. Et ensuite, les personnes s'en approprient et l'enrichissent. Pour que cet atelier soit vraiment enrichissant pour une personne, vous le concevez sur quelle temporalité? C'est 1 heure, une fois par semaine? C'est plutôt 2 à 3 heures consécutives pour déjà commencer à travailler? Parce que le temps que les gens couchent les mots sur le papier. Alors ça, vraiment, justement, ce sont des séquences très courtes. Ça fait partie du dispositif. En fait, moi, j'ai adapté les ateliers d'écriture. J'anime des ateliers d'écriture dans toutes sortes de contextes depuis plus de 20 ans. J'ai adapté des séquences, c'est-à-dire des temps d'écriture courts. Il faut que ce soit court. Il ne faut pas que ça dépasse 5 minutes. Parce qu'au-delà, la personne va commencer à réfléchir, va commencer à élaborer. Justement, l'objectif, Inès, c'est d'échapper à l'élaboration. Il faut être dans une certaine spontanéité et pouvoir inviter à cette spontanéité, ce n'est pas évident. Donc, il y a un cadre, en fait, il y a toute une posture préalable, une approche dont il faut expliquer et parfois, tout simplement, il faut faire avec eux. C'est-à-dire que vous leur faites faire ce que vous faites avec eux. Vous faites avec eux et vous vous engagez vous aussi. Vous voyez ? Et si vous voulez, cette séquence-là, elle est thématisable, si je puis dire, à tout ce qui compose la vie de tous les jours, toutes les situations en souffrance, non en souffrance. En revanche, il faut faire très attention à l'objectif que l'on a. Moi, j'ai toujours tendance à dire que l'atelier d'écriture créative ou les séquences, c'est-à-dire les temps d'écriture, n'ont pas une visée thérapeutique. Donc, on met de côté tout ce qui est source de souffrance. En tout cas, on le balise. Il faut faire attention à ça. J'ai une petite question. Oui. Vous dites de faire attention à l'objectif dans les séances d'écriture, voilà, qui ne doit pas révéler de la souffrance. Oui. Vous nous parlez effectivement d'un public que vous avez accompagné, qui peut en rencontrer beaucoup. Dans quel cadre ou quel est l'objectif dans ce cas-là de cette écriture? C'est de travailler les représentations, mais en s'allégeant, ou il y a autre chose derrière? Parce que je ne connais pas du tout, je découvre. Qui est-ce qui parle là? Hélène, peut-être? C'est Amélie. Amélie, d'accord. L'objectif de l'écriture inventaire, oui, dans le cadre de l'interculturalité? Tout à fait. Alors, c'est une bonne question. Généralement, ça vient se caler en amont des autres outils ou de l'accompagnement que vous proposez. C'est une proposition pour inviter la personne que vous accompagnez à s'exprimer plus librement sur des ressentis, sur ses savoir-faire, sur ses souhaits, sur toutes sortes de sujets, de manière, comme un inventaire, de manière inventoriée. Ensuite, à voir comment vous, entre guillemets, vous exploitez cette expression, ce partage d'expression. Là, c'est un autre sujet. D'accord. Voilà, mais on peut tout aborder en fait. Le tout, mais ça vous le savez très bien de par votre pratique, c'est vraiment
c'est la posture que l'on a, c'est la confiance, le lien de confiance que l'on met en place. C'est comment présenter ce temps, on va dire à l'autre, bah, écoutez, là, on est là ensemble pendant 1 heure, mais dans un premier temps, je vais vous proposer d'écrire. Mais je ne vais pas vous proposer d'écrire un questionnaire, de répondre à un questionnaire. Je ne vais pas vous demander de vous mettre en ligne pour répondre à des questions. Non, je vais vous demander d'écrire, ça va venir de vous, sur, par exemple, comment vous vous sentez aujourd'hui par rapport à l'accompagnement. Mais d'une certaine manière, vous proposez une partition d'écriture. Vous voyez? Une partition d'écriture, comme une partition de musique. Et vous expliquez pourquoi. Donc, on recourt à ce moment-là à un exemple. Vous le faites avec et ça dure 10 minutes. Et ça ouvre le dialogue. Et ça permet ensuite de poursuivre le travail d'accompagnement. En tout cas, j'ai été ravie de ce temps d'échange avec vous. Merci beaucoup Anouk. Merci Sylvie.